Hello tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour papoter un peu et peut-être ouvrir quelques réflexions ou pistes qui vous aideront à avancer. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Qui êtes-vous ? Tout simplement. Et pourtant, c'est une question tellement complexe et qui, personnellement, dans le cadre de mon travail, amène toujours la même réponse. Je suis Marie, je fais 80 kilos. Je vous l'accorde, je suis diététicien. Il y a un gros biais. La personne vient pour son poids, donc c'est la première chose qu'elle va me dire. Alors souvent j'ajoute un « oui, mais encore ». Et là j'ai souvent des « je fais une taille 50, je perds du poids, etc. » Dans ce cas, ma réponse est très nette. Je m'en fous de ça. Vous êtes qui ? Et là, gros blanc. Parce qu'on ne nous apprend pas à nous définir, parce que la société nous définit par notre apparence, par notre poids, par notre taille, par la robe qu'on porte, la marque, etc. Alors je vous avoue que même moi, cette question, j'ai du mal à y répondre en ce moment. Et ce podcast est un moyen de vous aider, mais aussi un moyen de m'aider moi-même. Je vous le disais dans le précédent épisode, je traverse une rupture qui m'est extrêmement difficile. De la tristesse, du vide, un sentiment d'échec, d'injustice aussi, mais des émotions aidantes ces derniers temps car je ressens aussi pas mal de déception. Aidantes car c'est plus facile pour se détacher, même si je ne suis pas sûr que ces émotions-là soient plus agréables que la tristesse. Je me note ce sujet pour un autre épisode. Bref. Hier, je brunchais avec des amis, on en a beaucoup discuté de tout ça, et le verdict à un moment est sans appel. Je suis une grosse merde. Alors c'est pas eux qui le disent, c'est vraiment sorti de ma bouche. Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que je me base sur une indifférence, la capacité à passer à autre chose ultra rapidement, et le fait de passer de tout, alors entre beaucoup de guillemets, à plus rien, dans le regard d'un autre être humain, un regard que finalement je ne connais même pas, parce que si ça se trouve il en chie, ou pas. Problématique car j'ai perdu mon identité, surtout parce que pendant un peu plus d'1 an, j'ai tout donné à quelqu'un d'autre, en y laissant une part de moi, j'ai changé, et j'ai même régressé si j'écoute ma première pensée. C'est très important de noter ça, première pensée. Un de mes potes m'a connu il y a une dizaine d'années, en date, quelle angoisse quand j'y repense. Bisous Silver, si tu nous écoutes. Et il me disait justement que j'ai tellement évolué. À l'époque, je m'excusais d'exister. J'étais sur le coin d'un canapé en soirée. Où était Jérémy ? On ne savait pas. Et on s'est retrouvés des années plus tard, au moment où Chenipan avait évolué en Papillusion. Merci d'avoir vos références Pokémon, s'il vous plaît. Clairement, j'étais plus le même. On avait un mec assez sûr de lui, avec ses failles, comme tout être humain. Mais quelqu'un qui vivait, qui rigolait, parfois fort, et qui ne se contentait plus du bout de canapé. J'avais pris mon envol, sauf que là, le Papillusion, il est passé dans le réacteur de l'avion. Et c'est pas normal. J'en viens même à me demander si j'ai pas super bien choisi le nom du Pokémon. Est-ce que tout ça, c'était pas qu'une illusion, finalement ? Je sais pas trop si c'est mon moi tyrannique qui parle là, mais si je suis bienveillant, si j'essaie, je me dis que j'ai quand même beaucoup évolué, tant ma prise de recul est plus rapide et plus facile qu'avec mes précédentes relations. Mais que j'ai quand même un très très gros travail à faire encore sur l'amour de soi, parce que j'ai encore misé sur l'amour d'un autre. Et je me rends compte que j'ai encore besoin de revenir en arrière. Ouvrez les guillemets. C'est une chose qui devrait être tellement naturelle, être soi. C'est flippant, non ? Assumer qui nous sommes, c'est sous-entendre que l'on a honte d'être soi. Je suis sûr que vous vous reconnaissez. Personnellement, cette idée me fout en rogne, mais le fait est qu'il me faut aujourd'hui encore du courage pour être qui je suis totalement. Je dois faire un effort pour quelque chose qui devrait être naturel. C'est fou, douloureux aussi. Injuste, même. Je me demande à quel moment ça a merdé. Comment ai-je pu aussi peu me considérer pour craindre d'être moi-même ? À quel moment ai-je eu honte ? À quel moment je me suis demandé si ce que j'étais était suffisant ? Aimerait-on vraiment pour qui je suis ? À quel moment ai-je commencé à perdre mon identité ? Comme la plupart d'entre nous, je suppose qu'il faut remonter dans l'enfance. Je passe un petit peu les paragraphes de ce livre, je vous laisse l'acheter si vous voulez. Ça, c'est extrait de mon livre « Ce n'était pas qu'une histoire de poids ». Je parle de moi quand j'étais petit, du rapport avec mon géniteur, et je vais sauter immédiatement à ça. Bon à rien, tête de nœud, merdeux. C'est ce que j'entendais. Et c'est l'âge où tu peux être brisé par ces mots. Entre d'autres mots doux que tu hurlais à maman, il va finir par retourner dans tes jupes et devenir pédé. Oui, ces mots doux m'ont construit,
Si bien qu'à 8 ans, je suis incapable de demander une baguette de pain à la boulangerie. Je suis un timide maladif, c'est à peine si je parle à mes oncles et mes tantes. Je joue seul. Des insultes, des brimades, jamais un encouragement, jamais assez. Pour des raisons absurdes, je ne voulais pas faire de foot quand lui en avait fait, pas de voile alors qu'il en rêvait enfant, et puis j'avais pris sa place, tout simplement. Des raisons ne justifiant pas cette maltraitance. Parfois, quand je croise certaines familles, vous savez, celles qui paraissent sortir d'une série télé et qui respirent le bonheur, je me surprends à imaginer ce qu'aurait été mon enfance et ma vie d'adulte s'il avait pris la décision de suivre une thérapie. Est-ce que j'aurais été cet enfant effacé ou est-ce que j'aurais été une mini-version de mon moi actuel ? Ce qui est sûr, c'est que j'aurais économisé pas mal de thunes en thérapie. D'ailleurs, je songe parfois à lui envoyer la facture, signé « Merci Bobby, ton trou du cul de fils ». Le fait est que les enfants sont très crédules face à leurs parents. Ils écoutent, ils épongent. Dépendants, les enfants considèrent les parents comme leurs héros, finalement. Comme leur tout. Mais que se passe-t-il quand leur amour, qui devrait être inconditionnel, ne l'est pas ? Vous savez, ces phrases qui paraissent anodines sans l'être. Si tu as de bonnes notes, je serai fier de toi. Si tu finis ton assiette, tu auras un dessert. Autrement dit, si tu es comme je veux te façonner, alors je t'aimerai. C'est comme ça, je pense, que l'on se brise peu à peu, que l'on perd notre identité, pour coller au moule que l'on nous impose et que l'on doit suivre pour continuer d'être aimé ou accepté. Ainsi, à l'époque, dans ma tête, je ne suis rien et je ne mérite aucune intention. Je deviens ce petit garçon muet, incapable d'énoncer ses besoins, allant jusqu'à se pisser dessus chez sa nounou à 9 ans. Je pense que vous vous reconnaîtrez, c'est le cas de beaucoup. On commence à se construire à travers le regard des autres. Et tout cela a été renforcé chez moi par d'autres épisodes de la grossophobie médicale. Je vous lis un autre extrait. Je monte sur la banquette, recouverte de papier blanc. Je m'assois, 3 bourrelets se dessinent. Il m'ausculte et me tapote les genoux avec son marteau à réflexe. Le stéthoscope est aussi froid que les regards qu'il me lance. Et ensuite vient la pesée, ou plutôt le jugement, comme un coup de massue. À la vue de ton ventre, je n'ai pas besoin de te peser, je sais que tu es obèse. Et ce n'est pas normal d'être comme ça à ton âge. Je m'en souviendrai toujours de ces mots. Pas normal. Ce manque de bienveillance, de tact, d'humanité me laissait sans explication ni aucune aide, faisant simplement place au jugement et à l'accusation. À la suite de cela, je ne me laisserai plus jamais toucher le ventre en position assise, jusqu'à, je dois vous avouer que c'est encore assez difficile aujourd'hui, sans doute parce qu'il y a eu de nombreux épisodes renforçateurs. Et là, je passe directement à l'épisode de la piscine, que vous devez connaître si vous me suivez sur Instagram. Ce jour-là, nous sommes en rang, attendant de plonger dans le grand bain, et là, mon meilleur copain me pince le ventre et le sein, et se met à rire. Bien sûr, je sais aujourd'hui que c'était un acte sans gravité, exécuté dans le but de rire, cet ami en question étant à l'époque bien plus enrobé que moi. Peut-être a-t-il agi par excès de solitude, comme ces personnes qui tentent de blesser les autres pour cacher leur propre peine. À cette époque, je l'écris dans le lit, j'avais vraiment l'impression d'être un bon à rien, j'entendais chaque week-end, mon géniteur rentrait, tout ça parce que je voulais pas faire de foot, etc. Et puis les seules fois où on me définissait, c'était par ce corps. C'est difficile de se construire dans ce cas-là, d'autant plus quand ce sentiment est renforcé par ma maman. Alors j'en veux absolument pas, elle a fait comme elle a pu avec les armes qu'on lui a données aussi, je pense que c'est générationnel. Et pour ça, je vous lis un extrait du chapitre 3, ce sera le dernier. Chapitre 3 qui s'appelle « Tu es beau ». Malgré tout cela, mes parents ne m'ont jamais poussé à maigrir. J'ai eu cette chance. Et pour autant, j'étais en demande. Ma maman, elle, me consolait. « Tu es beau », qu'elle me disait. Avez-vous remarqué cette façon simpliste qu'ont les gens de nous rassurer ? Moi-même, j'ai eu recours à ce discours il n'y a pas aussi longtemps que ça. Mais non, t'inquiète, t'es canon. C'est tellement futile, voire problématique. La beauté est tellement subjective. D'ailleurs, les posts qui fleurissent à foison aujourd'hui sur les réseaux sociaux du type « tu es canon » ou encore « t'es belle » concernant l'aspect physique m'irritent un peu. Personnellement, il y a des personnes que je ne trouve pas à mon goût, et c'est ok. Mais surtout, encourageons plutôt les gens à regarder les autres en profondeur en laissant le physique de côté. Bien souvent, d'ailleurs, ce rapport à soi est entre nous et nous-mêmes. Perso, quand je me trouve dégueulasse, on a beau me dire que je suis beau, rien ne change tant que je fais pas un travail sur moi et mes pensées parasites. Et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et puis, il y a surtout notre construction que ça chamboule. Mais non, tu es beau. De cette affirmation, je conclus que la beauté s'impose comme l'aspect le plus important au détriment de mon identité. Ma valeur dépend de mon aspect physique. Et ça renforce des valeurs superficielles au détriment de l'intelligence, de la créativité, que sais-je. Cela évoque alors une camarade de primaire, la plus belle de l'école, fine, gymnaste, toujours bien habillée, gracieuse, comme sa maman d'ailleurs. Tout le monde la complimentait jusqu'aux instits qui louaient ses cheveux soyeux, et ce jusqu'à l'entrée du collège. Je ne l'ai jamais recroisée et je serais curieux de connaître l'impact de ces compliments excessifs sur sa construction,
sur la possible pression de répondre aux attentes de beauté qu'on lui a tous toujours imposées finalement. Je vous parle des années 90 là, mais je pense que tout ça n'a pas vraiment changé. Et c'est dans ce sens qu'il est très important de définir les enfants par d'autres choses. Ok, je suis beau, mais quoi d'autre ? Waouh, t'es créatif, tu es solaire, tu es gentil, tu es rigolote, etc. Et ça peut tellement servir à l'adulte aussi. On est en plein dans la période estivale, la plage, l'angoisse du maillot de bain. Et tous les jours, j'entends « je stresse de me mettre en maillot de bain devant mes copines, etc. » Déjà, une étude montre que, il me semble que c'est 8 personnes sur 10, on n'a rien à carrer de vous dans la vraie vie. Mais surtout, posez-vous la question, pourquoi vous êtes en vacances avec vos potes, votre famille, etc. Est-ce que c'est pour votre corps en maillot de bain ou est-ce que c'est parce que vous êtes drôle, là où le bout en train, ou la pote à l'écoute, etc. Bah moi, je crois que c'est parce qu'il vous aime pour tout ce que vous êtes, tout simplement. En fait, il vous aime pour des tas de raisons. Vous n'êtes pas là pour votre corps. Ouais, on nous apprend à nous définir par notre corps. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui d'ailleurs au body positive, qui est partout. Alors, tant mieux, rien n'est tout au noir ou tout blanc, l'acceptation permet d'avancer. Sauf quand on part dans les extrêmes et qu'on entend « accepte-toi, tu seras en bonne santé de toute façon ». Alors, je vous conseille vraiment de fuir ce genre de compte extrémiste. Alors, malheureusement, il y a des extrêmes dans tous les mouvements. Mais ce genre d'extrémisme vous met en danger. Oui, on peut ne jamais tomber malade, mais le surpoids et l'obésité peuvent engendrer des problèmes de santé de par l'inflammation de bas grade induite. Et c'est un déni de ne pas le voir, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, ce body positive est positif, mais avec la nuance que tous ces comptes qui fleurissent ne vous permettent pas de vous détacher du corps. Encore une fois, parce que c'est l'objet central. On est tellement plus qu'une enveloppe. Et se regarder constamment, c'est pas forcément voir qui nous sommes au-delà du miroir. Et cette observation constante dans le miroir peut d'ailleurs créer du stress, du mal-être, rien qu'en n'arrivant pas à s'accepter. Le nombre de fois où j'entends en consultation, je culpabilise de ne pas arriver à m'accepter, j'ai beau me regarder, plus je me regarde, je me déteste, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'il est important d'être accompagné à se détacher du regard de soi. D'ailleurs, 80% du temps, je donne cet exercice à mes patients, celui du portrait. C'est comme un giga CV de soi et je vous invite vraiment à le faire, quitte à couper ce podcast pendant quelques minutes. Vous faites 2 colonnes, une positive, avec vos qualités, vos connaissances, vos compétences, ce dont vous êtes fiers, vos accomplissements, même les plus cons. Et si ça fait 3 pages, c'est pas du je me la pète, c'est juste chouette. C'est juste vous, c'est juste des faits. Et si vous avez du mal à écrire, demandez à vos potes, à votre famille, à des collègues de vous définir. Et puis vous allez faire pareil du côté négatif. Malheureusement, c'est souvent plus simple de jeter des cailloux, mais très souvent c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui vous appartiennent pas. Tout à l'heure, je vous disais que mon géniteur me disait que j'étais bon à rien en foot, etc., etc. Et quand j'ai fait cet exercice avec mon psy la première fois, j'ai écrit dans la colonne négative « je suis nul en sport ». Ce qui est complètement faux parce que je suis plutôt bon à mon niveau d'amateur en course à pied. J'ai fait 120 km dans le désert, etc. Et si j'avais écouté ce nul en sport, en fait, j'aurais rien fait. Et ce nul en sport, il est faux. À la rigueur, oui, je suis nul en foot et encore, je suis même pas nul. C'est juste que je ne sais pas jouer. Ça me rappelle une patiente qui me disait « oh là là, mon mari arrête pas de me critiquer, il me dit que je suis nul en canoë-kayak. » Et là, je lui pose la question toute simple. Vous avez déjà fait du canoë ? Elle fait non, c'était la première fois. Je fais donc vous n'êtes pas nul, vous ne savez pas faire. Déjà, c'est un bon distinguo à faire, c'est pas qu'on est nul, c'est qu'on n'a pas d'expérience. Et quand on n'a pas d'expérience, on n'est pas nul. C'est QMD. Mais voilà, l'idée là, c'est vraiment de se dire ok, je suis pas nul en foot. Cette pensée, elle appartient à quelqu'un d'autre. De toute façon, il disait que j'étais nul en tout, donc ça va pas être aidant. Effectivement, je n'ai aucune expérience en foot, mais une expérience en foot, je vais même pas le mettre dans ma colonne négative parce que j'en ai rien à foutre. Je n'aime pas le foot, ça ne m'intéresse pas et ça change rien à ma vie. Donc en fait ça, je le mets même pas dans cette colonne parce qu'en plus ça ferait vivre mon géniteur et j'en ai pas forcément envie. Donc là, je peux mettre que je suis bon en course à pied, dans mes accomplissements, je peux dire que j'ai fait 120 putains de kilomètres dans le désert du Maroc et ça c'est extrêmement chouette. Et ça amène plein de trucs positifs de là j'ai du courage, j'ai de la persévérance, j'ai de la résilience, etc., etc. Quand vous avez fait cet exercice, vous avez un portrait de vous qui est au plus juste, réel et qui sert à plein de choses. Vous rappelez qui vous êtes, ou l'apprendre si ça n'a jamais été fait,
Et vous pouvez y revenir quand vous vous dépréciez, quand vous doutez, typiquement, oh là là, je vais jamais arriver à faire cette tâche. Eh ben si, car j'ai telle qualité, telle compétence, j'ai déjà réalisé cette action, donc ça va le faire, let's go. Et voir tout ça à l'écrit est bien plus utile que juste penser, parce que les pensées vont tellement vite qu'on n'arrive pas à prendre du recul et à voir vraiment les choses. L'écriture, pour ça, est puissante. Là où j'ai des difficultés aujourd'hui, c'est que je me vois au travers du travail, bien souvent, et c'est ce qui est ressorti hier. Parce que quand on discutait de qui t'es là aujourd'hui, mon pote m'a sorti t'as écrit des livres, t'as réussi dans le travail. Et en fait, j'ai répondu que je m'en foutais. Parce qu'en fait, ce qui m'a construit de la version 1 du petit Jérémy à la version 2, c'est mon travail depuis 6 ans sur les réseaux, puis mon cabinet, etc. Et je me suis apprécié uniquement au travers de ça. Alors, je suis fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait parce que partant d'un mec qui n'était incapable d'aligner 2 mots à faire tout ce que je fais aujourd'hui, mais c'est juste incroyable, j'en ai conscience, même si je suis un peu moins fier de ce que je fais actuellement, mais j'y travaille, c'est une passade et je dois remobiliser mon énergie. Mais le truc là, c'est que à part être drôle, je sais pas trop quoi dire de moi. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui dans ce contexte post-couple/rupture. Parce que je me suis défini au travers du regard de l'autre pendant plus d'1 an. Et encore, c'est même pas se définir, c'est paraître. Parce qu'au début, j'étais moi, et c'est ce qui a séduit. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai perdu mon identité. À cause de moi. La personne n'est absolument pas toxique, etc., etc. Parce que si je prends du recul, c'est pas lui le problème. C'est moi qui en ai fait. J'ai arrondi les angles parce que je voulais absolument lui plaire sur certaines caractéristiques. Alors, parfois des concessions de couple, normal, et parfois, c'était un sacrifice. Le pire qu'il puisse y avoir d'ailleurs, car j'ai sacrifié mon authenticité. Si je prends du recul, je suis quelqu'un qui a appris à parler de ses émotions, qui est authentique, je peux le dire aujourd'hui, qui vit autant le positif que le négatif, et encore, c'est très mal dit parce que je vis l'agréable et le désagréable. Il n'y a aucune émotion négative ou positive. Les émotions nous servent toutes, même si elles sont désagréables à ressentir, elles nous servent à avancer. Elles nous servent à voir ce qui va pas, etc. Mais quand vous côtoyez quelqu'un qui refuse le désagréable, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui refusent les émotions désagréables, je le vois tous les jours en consultation, les personnes qui mangent leurs émotions, pour pas voir la colère, la tristesse, etc. Quand on a une personne qui est hermétique à tout ça, c'est compliqué d'être soi. Alors on se tait, on n'ose plus partager, on angoisse seul, on se crée des questions, on n'ose pas en parler, ou alors on pose des questions très connes. Et on finit par s'effacer parce que ça agace. Et c'est là tout le problème, parce que c'est pas sexy. J'ai arrêté d'être et j'ai été dans le paraître. Et là, je vois à quel point j'ai avancé parce que j'arrive à le voir et j'arrive à prendre du recul. Et j'arrive, à travers ce podcast, à être authentique, et ça, c'est plutôt chouette. Je peux le remettre dans mon portrait. Je côtoie le désagréable en ce moment, et Dieu sait que c'est pas agréable du tout. Il y a franchement pas beaucoup de choses agréables en ce moment, mais je m'accroche, et je sais que je peux noter que je suis toujours aussi résilient et toujours aussi combatif, parce que je suis en train d'écrire, parce que même si j'ai envie d'attendre que cette tempête passe dans mon lit, à rien bouffer, je vais quand même marcher ou courir en forêt 4 fois par semaine. Je fais l'effort de me faire le strict minimum à manger parce que franchement j'ai pas faim, j'ai pas l'appétit. Je sais que je suis responsable car je fais des choix pour moi. Je choisis de ne pas aller à la salle de sport car ça me coûte trop, j'ai une boule dans la gorge quand j'y vais, je ne sais pas pourquoi. Mais je bouge à l'extérieur pour m'évader parce que ça me fait du bien, même s'il y a cette boule, la nature m'aide, de voir l'eau, ça m'aide. Je prends la décision de me faire accompagner pour travailler sur tout cela, même si ça me coûte d'en parler. Je reste drôle parce que c'est ma nature et parfois parce que ça me permet de fuir. Je suis bienveillant et empathique alors dans le travail, mais j'ai pas envie de parler du travail. Mais je le reste toujours. En me protégeant aussi, je coupe court avec les personnes énergivores. En ce moment, je coupe les messages sur Instagram car mes consultations me pompent déjà bien assez d'énergie. Je suis raisonnable, responsable. Je suis mature aussi et j'affronte, et ça j'en suis très fier quand j'y pense, parce que je pourrais fuir le problème et avancer quoi qu'il arrive, mais ça ne va rien m'apporter pour la suite. Je préfère travailler sur mes erreurs, et j'insiste en parlant de ces erreurs. Des erreurs de jugement envers moi,
car cette capacité à prendre du recul me fait dire que je suis assez. Assez pour qui voudra bien de moi comme ça, c'est-à-dire entier, authentique, qui exprime ses émotions, même celles qui sont désagréables, qui a envie de partage, etc. Et c'est ce que j'ai oublié cette dernière année, et c'est ça qui m'a autant coûté, je crois. Oublier qui j'étais. Parce qu'il y a un an, j'avais pris mon envol, vraiment, hein. J'étais là, j'étais fier, sûr de moi, heureux d'être qui je suis, même dans des périodes de down, hein. Et cette personne, elle est toujours là. Une aile un peu cassée et qui se contente de planer pour l'instant, mais je sais qu'avec tout ce que j'ai traversé, j'ai la capacité de m'envoler. Je parle souvent des personnes qui sont en pleine évolution. Souvent, elles culpabilisent parce qu'elles, pendant un moment, elles ont l'impression de régresser. Mais en fait, c'est pas une régression. Et là, il faut que je me l'applique à moi-même. En ce moment, on prend la métaphore de l'oiseau, mais on peut aussi parler de l'escalier. Très souvent, on a besoin de rester sur une marche d'escalier, d'y rester un petit moment pour prendre l'appui et pouvoir continuer à monter les marches. Sans pour autant dire qu'il faut constamment marcher et monter un escalier. Des fois, on est bien où on est, et c'est OK. Mais cet escalier et cet envol, je l'ai déjà fait, donc il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le refaire parce que j'ai les outils aujourd'hui. Silver, pour ne pas dire son vrai nom, me disait hier aussi très justement, il y a le grand Jérémy et il y a le petit Jérémy qui en a chié. Et c'est vrai, putain, j'en ai chié. Vous avez tout mon parcours dans mon 2e livre. Et ça m'a fait tilt quand il m'a dit « Est-ce que c'est cool de faire ça au petit Jérémy après ce qu'il a vécu ? Est-ce que c'est cool de s'empêcher de vivre ? Est-ce que c'est cool de lui infliger ça ?» Pas vraiment. Parce qu'il en a assez chié, c'est vrai, sans qu'aujourd'hui on m'enlève ou que je m'enlève moi-même encore des choses que j'ai construites, des choses que j'ai apprises, etc. Et c'est ça que vous devriez retenir, c'est qui êtes-vous aujourd'hui après tout ce que vous avez traversé, qu'est-ce que vous avez construit, qui êtes-vous, tout simplement, et est-ce que vous avez envie que l'on vous enlève tout ça, même une partie infime de ce que vous avez chié à construire, de ce que vous avez fait. Je suis pas sûr. Mais avant tout ça, la première étape, effectivement, c'est de savoir qui vous êtes, bien au-delà de faire 80 kg ou une taille 50, parce que ça, c'est 1/1000 de vos caractéristiques, et ça ne vous définit pas. De la même façon qu'une faille ou une difficulté sur un point ne vous définit pas. De la même façon que on pourrait penser que je critique mon ex, alors absolument pas, c'est une personne qui est merveilleuse, sinon j'en serais pas en PLS encore aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'il y a 2-3 trucs qui n'ont pas que ça en fait un abject personnage, bien au contraire, c'est un être humain. Et voilà. Et c'est un millier de choses, comme vous êtes un millier de choses, positives et négatives, entre guillemets. On a tous de la lumière et des parts d'ombre, et heureusement, on serait tellement chiant si on était des robots souriants H24 comme le Père Noël sous Prozac. J'espère que vous avez la ref. Alors je compte sur vous pour écrire en gros sur une feuille ou dans vos notes « Qui suis-je ?» et de laisser votre vous tout entier écrire des pages et des pages. Et quoi que vous écrirez, ça sera beau parce que ça sera vous. Et c'est tellement tout ce qui compte. Et ça, malheureusement, et vous l'avez vu, c'est très facile de l'oublier. Et là, je l'ai oublié. D'avoir parlé de tout ça, ça m'aide beaucoup parce que j'arrive à voir que je suis encore beaucoup et je suis encore beaucoup de ce que j'étais il y a 1 an et quelques. Donc ça motive et ça permet d'aller de l'avant, même s'il reste de la tristesse, etc. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a une palette de couleurs qu'il faut accepter. Des couleurs qui sont beaucoup moins agréables. Il y a des couleurs qui sont agréables comme là, je me sens assez bien pour pouvoir aller me balader, aller travailler, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette et je vous invite vraiment à écrire vraiment qui vous êtes. J'aimerais vous donner 3 autres tips pour apprendre à se définir autrement que par son image. J'en profite un peu. Déjà, dans le qui êtes-vous, explorez aussi vos passions et vos intérêts personnels. La première étape pour se définir, c'est de découvrir ce qui vous passionne vraiment. Quand je dis vous passionne vraiment, c'est que beaucoup de personnes font les choses pour les autres. On le voit beaucoup pour l'activité physique. Il y a des tas de personnes qui font du crossfit ou qui vont à la salle ou qui vont courir parce qu'il y a franchement un effet de mode. Mais faire de l'équitation, et si on va au-delà du sport, faire du tricot, faire de la poterie, faire de l'aquarelle, etc. C'est trop bien. Et en fait, c'est important d'apprendre
à faire, de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais faire si personne ne me regardait? Et explorer de nouveaux hobbies, lire des livres sur des sujets qui vous intriguent ou s'inscrire à des cours qui vous intéressent. L'objectif étant de se reconnecter avec ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même et pas aux choses qui font vibrer d'autres personnes. Et ça, c'est important de ne pas chercher forcément l'approbation des autres. La deuxième chose, c'est de pratiquer la réflexion et l'écriture plutôt introspective. C'est ce que je vous pousse à faire très souvent. C'est de prendre le temps de réfléchir à vos expériences, aux émotions, vos pensées, en tenant un journal. Ça, je le conseille, mais vraiment à tous mes patients. L'écriture, écrire. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris de l'expérience que j'ai vécue, qu'elle soit positive ou négative à mes yeux? Quels sont mes véritables désirs, mes aspirations, mes valeurs? Voilà, une pratique régulière vous aidera à mieux comprendre vos motivations et à mieux comprendre qui vous êtes. Et enfin, et ça va rejoindre le pourquoi je vais en vacances avec mes potes, par exemple, c'est cultiver des relations qui sont authentiques. C'est-à-dire qu'il faut vous entourer de personnes qui vous acceptent tels que vous êtes et qui vous encouragent à être vous-même. Malheureusement, alors la famille, on ne la choisit pas, mais on peut choisir ses amis et parfois c'est nécessaire de s'éloigner d'amitiés toxiques, de personnes toxiques, celles qui vous renvoient tout le temps à votre corps, telle ou telle manière que ce soit, personnes qui vous font sentir pas assez, etc. C'est extrêmement important de vous sentir libre, de montrer votre vulnérabilité, vos forces aussi, sans crainte de jugement, de jalousie, etc. Et ces connexions profondes vous rappellent que votre valeur ne réside pas dans votre apparence, mais dans votre être intérieur, finalement. Et partager vos pensées, vos rêves, vos craintes avec des amis de confiance, c'est vous aider, vous, à avoir la beauté de votre âme. C'est beau ce que je raconte. Mais j'espère que vous avez compris le principe. Prendre soin de vous. Bisous.